pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Nakache. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Lionel Nakache, votre tête est encombrée de casquettes. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes chercheur en neurosciences à l'ICM. L'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous êtes professeur de médecine à Sorbonne Université. Vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique et vous publiez Apologie de la discrétion écrit en italique, avec comme sous-titre « Comment faire partie du monde ». J'ai une première question, Lionel Nakache, qui est d'ordre sémantique. Est-ce que vous préférez que je dise de vous que vous êtes un physicien du mental, ou bien plutôt un mathématicien de la conscience, ou bien encore un critique de cinéma, au sens où vous vous intéressez à nos films intérieurs ? C'est une belle énigme pour commencer. Je dirais peut-être comme la multiplicité des casquettes que vous évoquiez, peut-être je dirais un peu des trois. J'en prendrais un peu des trois comme dans un buffet. Tout simplement pour dire que effectivement le point de départ, c'est cette fascination pour moi d'explorer les propriétés biologiques d'un objet immatériel qui est la vie mentale, et de voir comment est-ce qu'on peut jouer ce pari matérialiste d'explorer les ressorts de la pensée à travers l'étude des événements de la matière, on pourrait dire au sens large. Voilà. Donc ça serait pour l'aspect physicien du mental. L'aspect mathématicien de la conscience, je suis évidemment pas mathématicien, mais l'idée qu'on puisse précisément dégager, et notamment à travers cette idée que vous évoquiez qui est une idée fondamentalement mathématique du discret et du continu au sens mathématique du terme, et c'est une propriété qui pour moi est essentielle dans la vie de la conscience, et notamment dans sa structuration et la façon de laquelle elle nous apparaît. Donc cette tension-là, oui, pour aller vers l'aspect mathématique. Les cinématographes, je suis d'accord avec vous, alors à la fois le philosophe américain Stanley Cavell en parlait aussi comme d'un art qui est extrêmement populaire, qui est resté très populaire, contrairement à beaucoup d'arts qui ensuite développent une forme d'élitisme sans rien de péjoratif, et que le cinéma, il reste fondamentalement très populaire. Et je pense que cette popularité du cinéma, on peut l'explorer aussi parce que c'est une technique qui fait appel, initialement sans le savoir évidemment, mais à une des propriétés fondamentales de la conscience, qui est évidemment cette machine à transformer du discret, du discontinu en du continu. Donc cinématographe aussi, critique de cinéma aussi, peut-être un peu les trois. Si j'ai parlé de mathématicien de la conscience, c'est parce que dans votre dernier livre, Apologie de la discrétion, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés aux mathématiques. On y reviendra, notamment à la théorie des ensembles, aux ensembles des entiers, à l'ensemble des nombres réels, etc. Alors peut-être qu'on peut commencer aussi par un peu de pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi est fait notre système nerveux ? Oui. Alors le système nerveux, c'est une aventure qui commence vraiment peut-être aussi par la neurologie à partir, on pourrait dire, en tout cas la version moderne, contemporaine, à partir du XVIIe siècle, peut-être, si on doit mettre une frontière, et qui progressivement s'est enrichie. Donc ce qu'on peut en dire en 2023, alors vous savez, le système nerveux est composé de cellules, notamment nerveuses, qu'on va appeler les neurones, mais pas que, il y a des cellules qu'on appelle les cellules gliales, substances blanches, etc. On distingue le système nerveux périphérique du système nerveux central. Le système nerveux central, en gros, ça commence dans la moelle épinière, c'est un axe vertical, hiérarchique, intégré, comme ça, qui va jusqu'au cortex, au néocortex. Et donc, si on s'intéresse au système nerveux central, mais j'ai des collègues qui travaillent exclusivement sur le système nerveux périphérique, c'est un univers en soi, évidemment. Et donc, il y a ces réseaux de cellules nerveuses qui communiquent entre elles, des neurones, et qui ont comme propriété, notamment le fait de pouvoir décharger ce qu'on appelle des potentiels d'action, d'avoir une activité. Donc, il y a une différence de potentiel électrique dans toutes les membranes, toutes les cellules biologiques, mais là, il y a une capacité de dépolarisation en fonction notamment d'échanges ioniques avec les voisins de ces neurones. Donc on rentre dans une représentation de ce système nerveux comme en gros 80 milliards, à peu près, on n'a pas le chiffre exact évidemment, entre 80 et 100 milliards de neurones qui sont en connexion les uns avec les autres, avec en gros en moyenne 10 000 connexions d'un neurone avec des voisins proches ou distants, et dont les communications permanentes vont être à l'origine de modifications de ces états de codage. Donc depuis les années 50, on utilise une métaphore très informationnelle. Un neurone est soit au repos, soit excité, potentiel d'action. Il y a deux états possibles. Voilà, deux états possibles. Alors évidemment, on peut ensuite raffiner et voir en dehors de ces deux états, qu'est-ce qui se passe d'autre qu'on peut décrire. Mais si on reste même à ce niveau, qui est celui qui est par exemple utilisé en IA aujourd'hui, en intelligence artificielle, toute l'aventure prodigieuse des réseaux de neurones simulés, artificiels, elle est fondée initialement sur ça. Il y a deux états et puis un seuil de décharge, et les communications entre les neurones vont, par des phénomènes d'excitation ou d'inhibition, réguler cette intégration synaptique et donner ce réseau à 90 milliards de cellules dont chacune peut être dans deux états, donc des puissances de 2 prodigieuses. Et par-dessus, vous avez les cellules qu'on appelle gliales,
les astrocytes, les oligodendrocytes, la microglie, qui donne un aspect beaucoup plus touffu, beaucoup plus un peu bordélique à ce système-là, avec qui échappe à cet aspect cristallin, on pourrait dire. Et c'est un système vivant, c'est-à-dire que l'architecture, c'est pas comme une puce de silicium, quelque chose qui est figé, ça ne cesse. Toutes les connexions, les rameaux, l'état des synapses, l'état des connexions, l'état des cellules, tout ça change en permanence dans notre existence en fonction de 1001 facteurs et notamment de l'interaction avec l'environnement. Donc on arrive dans un schéma très ouvert et très 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 complexe. Et donc ce qu'on appelle le moi n'est pas forcément une structure stable. Absolument. Il n'est pas complètement isolable de son environnement. Alors voilà, c'est toute la question. C'est est-ce que alors le moi, on pourrait essayer d'avoir deux visions, quoi. Une posture surplombante de vouloir décrire le moi de l'extérieur du sujet, et puis il y a aussi une approche qui n'est pas, elles sont pas antagonistes l'une de l'autre, mais de voir comment aussi un individu peut se représenter son soi. Donc autrement dit, quelle est la structure subjective. Si on limite la définition du sujet à son soi conscient, rapportable, à ce qu'il peut se dire sur lui-même, etc., on peut étudier effectivement la fragilité, la structure. Est-ce que on est plus vers quelque chose qui est branché de manière indissociable avec le monde extérieur, donc une sorte de continuité mathématique, ou est-ce qu'au contraire, on serait des sortes de structures en contiguïté avec le monde sans être en continuité, comme nos neurones, en fait, peut-être un des points vertigineux de ça, c'est que l'aventure des neurosciences contemporaines, il y a plusieurs dates, jalons, mais une des grandes dates... Tu me l'as rappelé dans le livre. Je le rappelle, dans la partie neurosciences, c'est vraiment par notamment Cajal, qui était un neuroscientifique espagnol. C'est sans prendre trop de temps, mais Cajal et Golgi, Camillo Golgi, qui était italien, ont eu le prix Nobel tous les deux la même année, et au début du XXe siècle. Et en fait, l'un pour l'invention d'une technique de coloration dite argentique qui a permis de voir les neurones comme on ne pouvait pas les voir auparavant, ça c'est Golgi, et Cajal pour l'utilisation virtuose de cette technique, mais pour arriver à développer une théorie qui était en antagonisme complet avec celle de Golgi, et il s'avère qu'il avait plutôt largement raison, à savoir qu'au point des contacts entre les neurones, ce qu'on appelle maintenant la synapse, eh bien ce point de contact, ce n'est pas une continuité, une sorte de fusion entre les cellules comme Golgi le pensait, mais c'est vraiment une sorte de contiguïté sans continuité, donc une sorte de discrétion neuronale au sens mathématique. Donc, mais vous employez le mot discrétion plutôt que le mot discrétisation. Alors, vous expliquez pourquoi dans le livre, oui. Mais reconnaissez que ça prête à confusion. Oui, je reconnais tout à fait que ça prête à confusion, mais il ne s'agit pas d'être discret au sens commun du terme. Voilà, et quoique ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire résonner ce terme dans une sorte de polysémie par cette nouvelle attribution de sens. Et à la fois, la première raison pour choisir ce mot, c'est que discrétisation, c'est un mot qui existe déjà. Mais on va dire qu'il y a un champ de vocabulaire extrêmement réduit, qui est un champ essentiellement technique, en fait. Et que souvent, on va utiliser le mot de discontinuité pour parler de ça. Et je trouvais ça étonnant qu'en fait, cette propriété soit essentiellement définie en négatif. C'est-à-dire le continu défini positivement, et d'envisager le discontinu comme quelque chose de négatif, quelque chose auquel il manquerait quelque chose. Alors qu'en fait, on peut tout à fait défendre positivement cette discrétisation, d'où le nouvel usage néologique de discrétion, mais je suis d'accord avec vous. Alors dès la 4e de couverture, j'essaie de résoudre les erreurs possibles d'acquisition de ce livre pour une mauvaise raison. Mais voilà, c'est cette discrétion mathématique. Lionel Nakache, notre sujet du jour, c'est l'imagination. Et le premier choc que j'ai ressenti en vous lisant, c'est lorsque vous nous expliquez que lorsqu'on imagine un objet les yeux fermés, nous mobilisons les mêmes réseaux cérébraux que ceux qui sont impliqués dans la perception. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette découverte? Est-ce que ça veut dire que la perception et l'imagination procèdent d'un même processus? Mais si c'est le cas, d'où vient que nous sommes capables d'imaginer des choses que nous ne pouvons pas percevoir? Alors je pense que peut-être il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, un des grands résultats, je dirais, des neurosciences de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui, et notamment pour le coup à travers les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle beaucoup, et l'étude de quelques patients également neurologiques, c'est que effectivement, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on imagine un objet, un dé, une vache dans un pré, une bouteille, n'importe quoi. Sans les voir. Eh bien, sans les voir. Donc on ferme les yeux, on imagine, on essaie de faire naître en nous ces images, et nous sommes d'ailleurs plus ou moins bons, en fait. Il y a des variabilités, en fait, interindividuelles, de cette capacité d'imagibilité, en fait. Donc si on prend cet aspect strictement visuel, mais ensuite on pourra déployer l'idée dans d'autres modalités sensorielles, eh bien, un des grands résultats, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'activation cérébrale, lorsque nous imaginons un objet, elle est étonnamment proche de l'activation des réseaux cérébraux qui sont mobilisés lorsque nous percevons cet objet, ce même objet. Donc, premier résultat, grand résultat, c'est qu'il y a effectivement des liens profonds, étroits,
entre percevoir et imaginer. Et comme vous savez, c'est une vieille question philosophique. Est-ce que c'est du nominalisme d'utiliser le même mot d'image pour des choses qui n'auraient rien à voir et qui seraient une confusion, ou est-ce qu'il y a des liens? Alors, on peut dire, il n'y a pas une identité, mais il y a des liens très profonds. Et à vrai dire, le deuxième commentaire que j'aimerais faire là-dessus, c'est que, vous savez, à chaque époque, ce qu'on est capable d'imaginer, en fait, on est souvent fasciné par l'imagination. Mais l'imagination, de cette manière, elle est très pauvre parce qu'elle est très contrainte parce que nous savons percevoir. En fait, si vous consultez des récits imaginaires du XVIe, du XVIIe, eh bien, ils sont très contraints également par la nature des perceptions ou des croyances partagées. Autrement dit, et qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que un iPhone qui apparaît devant vous, vous pourrez du coup l'imaginer, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ça paraît trivial, ce que je viens de dire, mais autrement dit, l'imagination n'est pas si riche, n'est pas si... Elle est bornée. Elle est bornée, oui, elle est bornée, et c'est peut-être un des premiers points. Mais on peut aussi délirer. Alors voilà, et c'est... et donc, quand on délire, la borne est dépassée, si je veux dire. Oui, exactement, mais du coup, le modèle général, et ça c'est plutôt vers vous que je me tourne, parce qu'on est très inspiré par la physique d'essayer d'unifier les phénomènes. La façon de laquelle on unifie tout ça aujourd'hui, donc perception, imagination, c'est la chose suivante. C'est que si vous étudiez un cerveau pendant ce qu'il perçoit ou pendant qu'il imagine, en fait... donc ça demande une seule idée à introduire, ce message clé, mais il me semble vraiment important, donc si vous êtes d'accord, j'essaie de le développer. C'est qu'en fait, les réseaux cérébraux de la perception, ils sont organisés d'une manière à la fois hiérarchique, donc il y a des régions qui sont branchées sur le monde extérieur, par exemple des cortex visuels primaires, qui reçoivent directement, on va dire par les voies visuelles, ce qui arrive sur nos rétines. Et puis il y a une sorte de structure hiérarchique avec des réseaux de plus en plus complexes, plus en plus abstraits, qui communiquent entre eux. Donc il faut imaginer ça comme un axe hiérarchique, comme ça. Et en fait, le point important, c'est qu'il y a deux sens de circulation de l'information. Il y a une sorte de montée de l'information bottom-up qui vient du monde extérieur et qui monte en nous. Et puis en même temps, et systématiquement en fait, même là, lorsque là nous voyons maintenant, il y a également ce qu'on appelle une circulation dans l'autre sens, qu'on va appeler top-down, du haut vers le bas, donc cet aspect hiérarchique. Donc une modulation des régions les plus primaires par nos attentes, nos désirs, nos connaissances les plus abstraites. Autrement dit, il faut imaginer l'acte de perception comme une sorte de double échelle, quelque chose qui monte et quelque chose qui descend. Et donc dans ce modèle général, la perception, elle serait une situation dans laquelle la montée domine un peu plus que la descente, et que lorsque vous rêvez ou que vous délirez, eh bien la descente est plus forte. Mais on a ce même modèle général qui est modulé. Et à tel point que, vous savez, il y avait un grand psychanalyste français, Racamier, je crois que c'est lui qui avait le premier proposé cette citation, de dire que la perception est une hallucination réussie. Alors, je ne sais pas exactement quelle théorie psychanalytique il utilisait, il mobilisait pour dire ça, mais en tout cas, on peut faire résonner cette phrase avec ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, halluciner et voir et imaginer, c'est presque la même chose, parce qu'en même temps, en permanence, c'est cette double échelle, cette double voie qui circule, mais dans des modulations différentes selon les conditions. Voilà. Et je prends un exemple qui vient de la physique, le boson de Higgs. Oui. On l'a découvert en 2012, il a été prédit théoriquement 48 ans auparavant, personne ne l'a jamais vu, on ne peut pas se le représenter autrement que par un jeu d'équations, et il a été pensé avant d'être détecté. Donc c'est pas de l'imagination, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas directement lié au sens où vous les définissez ainsi. Je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, on mobilisait la question sur la question de l'imagination en général, plutôt ce que dans disons, le vocabulaire des neurosciences cognitives de ce domaine, on appellerait l'imagerie mentale. Oui, c'est l'imagination qui est liée à l'image. Voilà, à des sens, des modalités sensorielles, parce que c'est la plus simple à étudier, mais évidemment que l'imagination, elle ne se résume pas à ça. Mais déjà, c'est un bon modèle d'entrée. Et donc, dans ce que vous dites, moi, ce que je crois, il y a plusieurs éléments. Une première facette, c'est que quand vous allez développer une théorie d'un phénomène, vous allez pouvoir être alimenté par des éléments sensoriels, etc., mais vous allez ensuite utiliser des éléments de rationalisation, de construction d'un système même rationnel, logique, qui va pouvoir se tenir. Et donc, dans le cadre d'une théorie que vous allez pouvoir déduire, expliciter, avec des principes, avec des relations entre ces principes, vous allez pouvoir, de manière purement spéculative, imaginer quelque chose que vous n'avez pas pu percevoir. Dire, voilà, il devrait y avoir, un peu comme dans le tableau de Mendeleïev, une fois que vous avez l'idée, ou bien le boson de Higgs, de dire, il devrait y avoir une place pour cette configuration que je n'ai jamais imaginée ni perçue. Mais ça, c'est la résulte de la théorie que j'ai inférée sur la base de beaucoup d'éléments, dont certains qui viennent de cette imagerie ou imagination primaire. Donc pour dire, l'imagination ne se réduit pas à ce qui alimente nos sens, évidemment. Dans le registre de nos perceptions, il y en a une qui semble faire exception, c'est l'olfaction. Oui. Vous écrivez, alors que nous imaginons sans peine des images, des sons, voire des caresses, il nous est pratiquement impossible d'imaginer des odeurs. Et vous en concluez que l'olfaction est dionysaque et non apollinienne.
Oui, alors comment ça est-ce fait que un je dois peu Maxime, comprendre ça? le livre rouge, mais oui, alors, c'est parce qu'en fait, à la fois, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, parmi nos sens, l'olfaction, il se distingue des autres de manière même, on va dire, psychologique, par le fait qu'il y a une emprise très très forte du sens olfactif sur nos émotions, nos souvenirs, notre conscience. Donc il y a une modalité, un accès particulier. Et par ailleurs, du point de vue circuiterie cérébrale, il y a une propriété nerveuse, c'est que tous nos sens passent par une sorte de gare de triage qu'on appelle le thalamus. C'est un noyau profond qui est dans les profondeurs du cerveau, dans le diencéphale. Tous, sauf l'olfaction. Autrement dit, l'olfaction est en prise directe avec le cortex, si on veut résumer rapidement. Il n'y a pas ce passage par le thalamus. Et à vrai dire, le cortex olfactif, il est presque, moi je le compare, je crois, à un moment donné, comme vous savez, les céramiques grecques avec des danses comme ça, un peu dionysiaque. Vous avez une sorte d'émanation du cortex qui va vers le monde extérieur, vers le cortex, vers le bulbe olfactif. Autrement dit, les premières régions qui vont être touchées par la transduction du signal olfactif, en fait, vont être directement du système nerveux central, non cortical, non thalamique. Donc, il y a l'idée qu'il n'y aura pas une gare de triage, une sélection. Et donc, j'essaie de développer pour dire que l'olfaction, ça peut nous donner une intuition olfactive d'appartenir à un grand tout olfactif qui est ce grand tout continu de l'univers. D'où la puissance des parfums. D'où la puissance des parfums. Qu'on associe à des personnes particulières. Exactement. Et du coup, la conséquence, c'est qu'à la fois, c'est très fort sur nous, et en même temps, le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité à inhiber, à imaginer, elle est réduite parce qu'en réalité, on a peu de contrôle. On est essentiellement gagné par ça. Et du coup, c'est vrai que dans cette approche discret continue, je trouvais que le sens olfactif, de manière subjective, c'est ce qui peut alimenter notre impression d'appartenir à un grand tout, au sens dionysiaque plus qu'apollinien. On n'a pas de distance. Comme on peut pas se souvenir d'un parfum, c'est quand on le rencontre à nouveau que des souvenirs réémergent. Exactement. Là, c'est Proust. C'est Proust, et alors du coup Proust, revisité sans le réduire par ça, c'est qu'effectivement, si vous vous intéressez aux régions cérébrales qui sont du coup en prise directe avec l'olfaction, ce sont les régions de la mémoire, des émotions et de la conscience, en gros, le lobe frontal, les régions hippocampiques, les régions amygdaliennes. Donc vous avez une sorte de prise directe, et à la fois avec cette double idée. C'est un effet très fort en nous et on ne peut pas le contrôler facilement. Lionel Nakache, est-ce que je vous ai bien lu? Si je résume votre questionnement à celui-ci, comment puis-je avoir conscience d'être moi et en même temps avoir le sentiment de faire partie du monde? C'est bien ça votre problème. Exactement. Et vous dites que quand on se pose cette question, il n'y a pas 36 000 chemins possibles, il y en a deux. C'est soit Descartes, soit Spinoza que vous opposez au départ. Et je crois que votre livre consiste à les rapprocher d'une certaine façon. Alors en tout cas, les rapprocher non pas dans une démarche œcuménique pour les rapprocher à tout prix. Non, c'est pas une synthèse. Mais c'est pas une synthèse. C'est une dialectique. Mais voilà, c'est une dialectique plutôt. Et alors c'est ma formulation du problème. Je dis pas qu'il y a pas d'autres formulations, mais c'est comme ça que je me le représente depuis longtemps. Et c'est vrai, c'est que lorsque vous pensez à votre rapport au monde, soit vous pouvez décider de prendre un chemin qui vise d'une manière un peu surplombante à considérer l'ensemble du monde d'un seul coup, et je dirais que c'est un petit peu l'approche qui va conduire au panthéisme spinoziste, etc. Soit vous pouvez décider de commencer par plonger dans la subjectivité dont personne ne peut se départir, plonger au cœur du moi, du sujet, etc., et qui, pour moi, résonne plus comme l'approche cartésienne, en fait, de commencer par le cogito de Descartes, c'est-à-dire qu'en fait, tout commence par le je, JE, je pense, donc je suis, le fameux. Et donc, en fait, il y a deux approches. Et je pense que ces deux approches, elles ouvrent à la fois à des questionnements, des formulations de notre rapport au monde, et également, elles s'exposent à des risques qui sont différents. Et c'est ce que j'essaye d'explorer aussi dans ce livre. Et alors, vous parlez incidemment, mais ça a une importance quand même dans votre argumentation, parce que votre livre, il est très argumentatif. C'est un peu comme l'éthique de Spinoza. C'est la forme que j'ai voulu donner il y a des propositions, des chapitres, des scolies, un peu oui, d'humour. j'ai joué le jeu. Voilà. Et en effet, c'est presque, de ce point de vue-là, un ouvrage mathématique. On part d'hypothèses, on les étaye, et puis ensuite on en tire les conséquences. Et vous parlez, page 59, des auras épileptiques extatiques. Oui. Et vous citez d'ailleurs un témoignage de Dostoïevski qui explique qu'avant la crise, il y a une espèce d'aura qui fait qu'on a l'impression d'un bonheur intense et d'appartenance au monde avec lequel on serait en phase absolue. Exactement. Ouais, c'était dans une fois que je comprends cette paire de lunettes discret et continu, de voir ce qui dans notre vie subjective nous fait plutôt pencher d'un côté ou de l'autre. Et du point de vue neurologique, effectivement, il y avait à la fois l'olfaction dont on vient de parler, qui pour moi est un élan vers l'appartenance au grand tout, on pourrait dire, pour les raisons qu'on a évoquées. Et l'autre, c'est effectivement la crise d'épilepsie, durant laquelle, pas dans toutes, mais dans certaines crises d'épilepsie, il y a vraiment ce sentiment subjectif vécu par les patients d'être
d'avoir cette impression d'être en synchronie avec le reste du monde, en fait, d'avoir vraiment un sentiment qu'ils n'ont jamais éprouvé auparavant en dehors des crises, de faire partie d'une manière totalement, on dirait, continue de cet univers. Ce qui est drôle, Lionel Nakache, c'est que vous travaillez à la Pitié-Salpêtrière, où a travaillé Charcot avant vous, sur l'épilepsie. Oui. Alors la Pitié-Salpêtrière a pour anagramme traitera l'épilepsie. Traitera l'épilepsie. Oui. Exceptionnel, parce que quand je l'entends, il y a évidemment un aspect, on peut l'entendre de manière homophonique, au sens de traiter, ou bien de trahira, peut-être, traitera. Non, traiter, soigner, je pense que c'est ça que... Et alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque de Charcot, il y avait un cadre qu'on appelait l'hystéroépilepsie. Autrement dit, il y avait une sorte de continuum pensé entre les pathologies qu'on appelait à l'époque les pathologies hystériques. Évidemment, le terme est un terme qui n'a rien de péjoratif. On entend par là des situations qui sont très fréquentes aujourd'hui aussi, on appelle ça des troubles neurologiques fonctionnels, dans lesquels des patients vont présenter des troubles qu'ils ne simulent pas, il ne s'agit pas ni de mentir ni de simuler, mais qui n'obéissent pas en tout cas à ce que l'on connaît aujourd'hui du fonctionnement du système nerveux. Et donc il y avait un continuum entre l'hystérie et l'épilepsie, donc traitera l'épilepsie. Dès mon retour à la Salpêtrière tout à l'heure, je dirai ça à mes collègues. Pourquoi est-ce que vous écrivez qu'on a raison de dire qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ? Alors ça, c'était plutôt une sorte de clin d'œil. Il s'avère que cette formule qu'on a tous entendue dans l'enfance, etc., vous savez, je sais pas, moi j'entendais ça. Dans l'enfance, mais on la répète pas quand on est adulte, c'est dommage. C'est vrai, on devrait, voilà, c'est ce que je dis dans le livre, parce qu'en fait, et c'est juste, je vais pas le développer là maintenant, mais ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, un peu de la conscience, des doubles voies, en fait, de l'information qui monte en nous et de ce qui descend des aspects les plus abstraits vers les aspects plus primaires, il s'avère que ce double sens, il joue un rôle critique dans la prise de conscience d'une information, et à travers un ensemble d'éléments qui sont pas compliqués d'ailleurs que j'explicite dans le livre, mais je vais pas les développer maintenant, sauf si vous y tenez, il s'avère que par un petit calcul, eh bien on peut estimer que de temps de transmission, que le nombre de boucles qu'il faut pour arriver à prendre conscience d'une information, c'est autour de 7, quoi. Donc je trouvais que c'était assez comique que là aussi, de manière totalement incidente, cette formule puisse approximer en tout cas ce nombre de boucles nécessaires à la prise de conscience. Autrement dit, pour avoir le temps de prendre conscience des conséquences de ce qu'on va avoir envie de dire ou faire, et éventuellement changer d'avis. Venons-en, Lionel Nakache, au cœur de votre thèse entre le discret et le continu. Nous sommes des individus qui sont un peu comme les nombres entiers dans l'ensemble des nombres entiers. Entre 2 nombres entiers, il y a du vide. Ouais. Entre 2 et 3, en tout cas, il y a du vide. Entre 3 et 4, pareil. Alors que dans l'ensemble des nombres réels, entre 2 nombres, il y a une infinité d'autres nombres. Exactement. En quoi cette métaphore, qui est plus qu'une métaphore, c'est une sorte de vérité mathématique, vous sert-elle de cadre théorique pour penser notre rapport à nous-mêmes et notre inclusion dans le monde ? Alors, c'est exactement ça le cœur de cette réflexion qui est longue sur plusieurs années, en fait, que vraiment c'est un point qui me fascine. Oui, on sent que vous tournez autour depuis pas mal d'années dans vos livres successifs. Oui, et en fait il y a certains aspects dont je n'ai pris conscience qu'en écrivant ce livre-là, à la fois parce que je vais dans le désordre, mais qu'il s'avère que on développe depuis un peu plus de 20 ans avec Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, Claire Sergent, d'autres collègues, une théorie de la biologique de la conscience qu'on appelle l'espace de travail global neuronal, qui est un développement disons neuroscientifique sur une théorie psychologique qui était initialement proposée par un psychologue américain qui s'appelle Bernard Baars. Bref, il s'avère que dans cette théorie, vraiment, la conscience est envisagée comme la succession d'états discrets, d'états en fait, sorte d'atomes de conscience qui vont se suivre les uns après les autres, et que ce qui nous apparaît comme un flux de conscience continu, comme un film continu, en fait, du point de vue de sa structure profonde, c'est plutôt une sorte de succession d'états. Voilà, de succession d'états discrets. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ce questionnement sur pourquoi cette succession discrète, comme la citation de Hume que je connaissais pas, donc c'est presque on parlait de Pierre Bayard, c'est du plagiat par anticipation. Là, Pierre Bayard, à savoir que effectivement, je connaissais pas cette citation qui est magnifique. Non, c'est Locke qui vous a plagié. Mais c'est ça. Mais du coup, l'idée qu'en fait, notre introspection subjective d'avoir une continuité de notre vie mentale, au sens, là, pour le coup, mathématique. On n'a pas conscience d'une succession d'états discrets. Donc, cette machine à mouliner du discret et du continu, qui ne joue pas, qui n'opère pas uniquement sur les états visuels du monde extérieur, mais même sur la structure intime de notre... Oui, vous généralisez cette idée, exactement. Parce que dans vos livres précédents, vous parliez d'un cinéma intérieur, à propos des images. Exactement. Et là, vous le généralisez à presque tous les moyens que nous avons d'être en connexion avec le monde extérieur. Ouais, toute la structure de la conscience. Donc, dès qu'on la conscience, c'est une machine à fabriquer du continu. Ouais, c'est ça.
c'est une de ses propriétés. Et donc ça m'intéressait parce qu'effectivement, une fois que vous mettez le doigt là-dessus, la question de l'appartenance au monde, donc on fait partie du monde, il ne s'agit pas de mettre en cause cette propriété, mais du coup, ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut penser ce lien d'appartenance au monde. Et à la lumière de ce qu'on vient de dire, il me semblait qu'il y avait deux grands chemins possibles, c'était de le penser, se représenter soi-même comme un élément d'un ensemble continu. Donc effectivement, ça veut dire, en prenant au sérieux, comme vous le disiez pour les nombres, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une frontière nette entre moi et tout le reste du monde. On serait en continuité, impossible d'avoir deux points mitoyens, une infinité entre deux points successifs dans un espace comme ça, euclidien par exemple, versus d'être en contiguïté, donc qu'il y ait une place pour des éléments discrets, mais qui font néanmoins partie d'un ensemble. Et ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on peut faire partie d'un ensemble en pensant un ensemble discret. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en contiguïté et pas en continuité que ça interdit le lien. On peut construire un lien malgré l'aspect discret. Oui, mais si notre conscience est atomisée, enfin atomique plutôt, c'est-à-dire qu'elle a une succession d'états discrets qui ont une certaine durée, oui. Qu'est-ce qui fait l'identité ou la continuité du moi ? Qu'est-ce qui fait que, pas à pas, on ne devient pas quelqu'un d'autre ? Ça, c'est un peu cette question à laquelle je ne peux pas répondre d'une manière définitive, mais je crois que la prise de conscience de cette structure discrète, par exemple, vous savez, ces propriétés-là, on peut commencer à essayer de les formaliser d'une manière scientifique, etc., mais on trouve leurs origines dans beaucoup de choses. Je cite par exemple un passage de Proust qui pour moi est fascinant, et c'est pas le seul écrivain ni artiste qui a mis le doigt sur cette idée, ni philosophe évidemment. De la multiplicité des moi, le fait d'avoir l'impression qu'en fait derrière cette impression de continuité et d'unicité de la subjectivité d'un individu, il y a en fait que ça c'est une sorte de construction qui procède en nous d'une manière irrépressible, mais qu'il y a des circonstances dans lesquelles on peut lever le voile sur cette multiplicité. Donc c'est le passage en question, c'est un passage de La Fugitive, c'est quand le narrateur raconte la disparition de sa protégée Albertine, et en fait il se rend compte que les instants qu'il vit, c'est une succession de prises de conscience de ce départ dans les différents états de son moi. Il s'assoit sur un fauteuil, du coup c'est le moi qui s'assoit sur un fauteuil, qui prend conscience et qui apprend avec désolation cette disparition. L'instant d'après, il doit se faire couper les cheveux, c'est le moi du coiffeur qu'il apprend, etc., etc. Et donc il décrit là cette prise. Il ne peut pas informer tous les mois en même temps. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs mois. Et cet aspect-là, donc il y a des éléments dans lesquels, donc je dis pas du tout que cette idée, elle provient des neurosciences cognitives, mais par contre, elle peut commencer à être pensée d'une manière beaucoup plus explicite, beaucoup plus systématique. Et il s'avère qu'elle semble correspondre à certaines de ses propriétés, oui. Lionel Nakache, justement, vous citez Proust et un livre de Clément Rosset, le philosophe, qui s'intitule « Loin de moi, étude sur l'identité ». Il rappelle cette phrase de Proust: nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier de charge ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Fin de citation. C'est-à-dire que, comme vous le dites avec vos propres mots, le self-made man intégral n'existe pas. Non, il n'existe pas du tout. Non, absolument. Moi, je connaissais pas cette citation non plus, qui est magnifique. Et il y a peut-être un des éléments, c'est que je crois aussi que c'est une question d'abord qui est intéressante en soi, mais qui est également intéressante aujourd'hui par le questionnement renouvelé sur notre appartenance au monde. C'est-à-dire donc on peut plonger au fin fond des mathématiques ou des neurosciences de la subjectivité, et cet exercice-là n'est pour moi pas uniquement spéculatif, mais il porte à conséquence même sur l'éthique qu'on peut dériver de notre représentation du lien au monde. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, notre façon de nous poser des questions par rapport au monde non humain, l'écologie au sens général du terme, ou bien les relations entre les individus, ou bien entre l'individu et le collectif, etc. Pour mille et une raisons, ce questionnement qui est immémorial, il est renouvelé d'une manière même très urgente. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant de pouvoir effectivement utiliser une paire de lunettes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, de mobiliser ce discret continu, qui est une idée assez simple une fois qu'on l'explicite, et de voir comment elle peut nous aider à questionner la nature de cette appartenance, de ces liens, et des problèmes qu'on peut aussi avoir en tombant sur certains problèmes liés à une représentation ou une autre. Oui. Mais si je considère que je suis un être discret, fondamentalement discret, il y a plein de risques qui suivent ce constat. Par exemple, je peux me sentir dans une solitude absolue, non connecté à quiconque. Absolument. Ou bien il y a le risque que mon ego se boursoufle à l'infini. Vous citiez tout à l'heure Dostoïevski, et dans le sous-sol, il y a un des personnages dit ceci: je constatais que je ne ressemblais à personne et que personne ne me ressemblait. Je me disais, je suis seul, tandis que eux, ils sont tous.
Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une forme d'éthique que j'essaie de développer à partir de ça. Et le nom que je lui donne, c'est l'atomisme sans vide. Ah oui, et qui revient. C'est une contradiction dans les termes. Oui, sauf que c'est en deux temps. En fait, c'est une sorte l'éthique que je propose. Alors expliquez, parce que c'est le point fondamental de votre éthique. Oui, de mon éthique. Donc, elle est proposée une éthique en deux temps. Après, je la commenterai. Le premier temps, c'est la prise de conscience du fait que, effectivement, comme individu conscient, nous sommes dans cette structure discrète. C'est-à-dire que je ne suis pas en continuité avec le reste du monde. Je suis moi, posé dans le monde, en contiguïté avec le reste du monde. Et ça, j'appelle ça le premier temps un peu de prise de conscience, au moins la lucidité, que c'est ça notre statut fondamental. Et que ce statut étant posé, l'idée, c'est d'avoir du panache et de s'engager dans ce que j'appelle un comme-si de continuité. C'est-à-dire, je sais bien que je ne suis pas en continuité, mais je vais décider de jouer le comme-si de continuité avec le monde. Mais c'est comme une expérience de pensée. Ah oui, mais mais tout est expérience de pensée. Même votre façon de vous représenter le monde est une expérience de pensée au sens pas l'expérience de pensée utilisée en physique, par exemple. Mais je veux dire, tout procède d'une expérience de pensée. C'est-à-dire, ça n'interdit pas d'essayer de jouer ce jeu-là. Et je pense que effectivement. Donc en fait, vous proposez qu'on court-circuite ou qu'on colonise le vide. Oui, c'est-à-dire que le vide, on peut s'en passer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez, le vide, vous parliez tout à l'heure du vide. En écrivant ce livre, souvent on tombe sur des choses qui sont triviales, mais qui peuvent du coup résonner de manière plus ou moins intéressante. Il m'est apparu que l'invention du vide, par les philosophes du vide, Démocrite et Épicure ensuite et tout, le vide, en fait, je l'ai trouvé comme une invention géniale, parce que si on revient en nombre, par exemple, bien, dans l'ensemble des entiers naturels, dans grand N, où vous avez des entiers comme 2 par exemple, voilà. Mais 2, vous pouvez le plonger dans l'ensemble des réels. 2, il a sa place dans l'ensemble des réels. Sauf que dans l'ensemble des réels, il est en continuité avec tout le reste. Et donc on peut imaginer, parce qu'évidemment, la question du discret ou du continu, dans la théorie des ensembles, elle se joue pas au niveau des éléments, mais au niveau de la structure de l'ensemble. C'est l'ensemble qui fait ce qu'on peut dire des éléments. Exactement. Et donc on peut concevoir que l'invention du vide, c'est une manière de garantir la discrétion de chacun des éléments au niveau des éléments, quels que soient les ensembles dans lesquels on voudrait les mettre. C'est-à-dire qu'autrement dit, vous ne pouvez pas mettre un atome entouré de son vide dans une continuité. Donc une sorte de solution géniale, une sorte de paranoïa de la continuité, de se dire, je veux être sûr de garantir que 2 ne sera jamais en continuité, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là... Donc, dans l'ensemble des entiers, 1 et 2 sont séparés par du vide, il n'y a rien entre eux. Voilà. Alors que dans l'ensemble des réels, il y a un monde fou. Enfin, en termes de nombre, il y a un monde fou entre les deux. Ils sont connectés l'un à l'autre pour une continuité. Voilà, donc on peut... Exactement. Donc en fait, nous, c'est les nombres entiers. Ouais. Et le monde, c'est l'ensemble des réels. C'est ça en tout cas, nous, on fait partie du monde. Je dis pas qu'on est en dehors du comme monde. les nombres entiers font partie de... Exactement. Mais donc, je souligne pour faire attention à ne pas nous penser en dehors du monde. On est dans le monde, mais simplement, on aurait... Nous sommes des nombres entiers dans l'ensemble des nombres réels. En tout cas, les individus conscients sont ça. Je n'énonce rien. C'est comme ça que je propose. C'est la théorie et donc, l'éthique entre que vous je et propose. moi, il y a du vide. Ouais. Il y a pas... Enfin, on est des nombres entiers séparés par du vide, en quelque sorte. Et je dois imaginer qu'en fait, il y a une continuité que nous relie. Oui, pas imaginer, mais jouer le jeu, c'est-à-dire pour d'envisager le lien à autrui comme si de continuité. C'est un peu ce que j'essaye de... Alors là, ça peut paraître un peu sec, mais c'est ce que j'essaye de développer, parce qu'il y a peut-être une première chose qu'on peut dire aussi avant de plonger dans cette éthique, c'est qu'il y a beaucoup de raisons tout à fait évidentes pour lesquelles ça fonctionne comme ça, en fait, dans notre cerveau. C'est-à-dire que le fait que notre cerveau puise des sortes de saisies partielles de l'état du monde pour construire une sorte de représentation continue du monde, ça s'impose à la fois par le fait que des puissances de calcul, un cerveau qui devrait traiter en continuité l'ensemble du monde visuel, par exemple, évidemment, ça serait impossible en termes de capacité de traitement, et il y aurait toujours un retard sur l'état réel du monde. Donc l'idée de pouvoir prendre des bribes, des sortes de mosaïques du monde, des éléments discrets, et d'inventer le film continu, qui permet d'imaginer l'étape d'après, qu'on n'a pas encore vécu, qu'on n'a pas reçu. Donc on peut imaginer, j'en parle aussi, d'essayer de développer des arguments évolutionnistes. Pourquoi est-ce que notre cerveau évolue comme cette machine à puiser du discret pour inventer du continu? C'est pas juste une sorte de mythe, quoi. Il y a des raisons tout à fait objectives mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut plonger dans cette proposition de s'envisager comme des individus discrets, mais qui sont capables de penser le lien à autrui, voilà. Donc ça veut dire que selon vous, cette éthique d'un atomisme sans vide, c'est l'idée qu'on peut fabriquer de la continuité, projetée sur un monde discret. Et volontaire, déterminé, dont on est les agents, on sait que c'est comme ça. Et pour expliquer aussi pourquoi, parce que évidemment, un des écueils, c'est que si on imagine vraiment qu'on est en continuité avec le monde, qu'on fait partie d'un grand tout, qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de limite entre moi et le reste,
comme notre structure consciente est très discrète, très discontinue, le risque principal, c'est un risque en fait dans lequel on commence à imaginer quelle va être la conscience du monde ou quel va être l'état du monde, mais à notre insu, on projette sur l'idée qu'on a du monde notre nombril. C'est-à-dire qu'en fait, on reste malgré tout enfermé dans notre discrétion. Donc quand je pense au bien du monde, à l'état, à l'idéal du monde, en fait, je ne fais que projeter sur cette représentation personnelle l'état de mon propre narcissisme, on pourrait dire, en pensant en plus, en toute bonne foi, être noyé dans la totalité du monde. Donc vous voyez, il y a cet écueil en fait qui consiste à se penser en continuité alors qu'on n'est pas en continuité. Donc on voit bien qu'il y a et à l'inverse, comme vous le disiez, se penser comme un individu discret, j'appelle ça la discrétion radicale. Mais ça conduit évidemment à des horreurs, à une sorte, on pourrait dire, d'égoïsme absolu au sens d'exclusion de l'autre. D'exclusion de l'autre. Et on pourrait dire l'exclusion de l'autre, pour moi, elle commence même par l'exclusion de soi. C'est-à-dire ça commence par un truc où, en fin de compte, si vraiment on est un élément discret, je le suis. On a parlé beaucoup de notre lien avec les autres et avec le monde non humain, mais c'est la question du lien, elle se pose avec nous-mêmes, avec les états de moi, on en a parlé un peu, la multiplicité des moi, avec les états de celui que j'ai été il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a une semaine, etc. Autrement dit, l'égoïsme radical, d'après moi, il commence par un égoïsme à soi-même, c'est-à-dire de penser, d'être enfermé dans le ici et maintenant de qui on est, et se penser à chaque fois uniquement comme cet état-là. Donc, et cet égoïsme radical, c'est pas péjoratif, c'est juste une description des situations. Il conduit évidemment à un égoïsme classique, mais qui commence par un égoïsme à soi-même, je pense. Voilà. Donc Lionel Nakache, si je comprends bien, il faut être à la fois ouvert et fermé, ouvert à l'extérieur et en même temps de temps en temps fermé sur soi. Et je me suis étonné en lisant votre livre en détail à la fin de voir que vous ne vous appuyez pas sur la topologie qui permet pourtant à un sous-ensemble d'un espace topologique d'être à la fois ouvert et fermé. Ah, c'est magnifique. Ce qui est un peu votre éthique. Alors je vous lis la définition. Une partie de X est dite fermée si son complémentaire dans X est ouvert. Et donc un ensemble ouvert et fermé est simplement un ouvert dont le complémentaire est aussi ouvert. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vais réfléchir à ça et je vais me plonger dans la topologie. Voilà. Et je voulais vous livrer quelques citations et observer votre réaction. Par exemple, l'écrivain Daniel Auster écrit quelque part, quelqu'un lui demande qu'est-ce que c'est qu'un journal intime. Et il répond, c'est ce qu'on pourrait dire de soi si on l'était. C'est-à-dire si on était soi. Si on était soi. Est-ce qu'on peut être parfaitement soi? Ou est-ce qu'on est toujours, d'une façon ou d'une autre, sous l'effet d'une interaction qui nous écarte de nous-mêmes? Je crois que dès lors c'est un peu cette sorte d'anguille qui file entre nos mains, c'est que dès lors qu'on s'engage dans un récit de quelque chose, et notamment soi, on est déjà dans quelque chose d'autre que ce que l'on vise. On est déjà dans une reformulation et donc un état qui va être nécessairement différent. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour le récit, mais c'est vrai avant tout pour la pensée, d'ailleurs même le terme qu'on utilise beaucoup, nous, c'est ce terme philosophique de représentation, qu'on n'a pas accès à cet état primaire des choses. Et ce qui voudrait dire que lorsque nous pensons à nous-mêmes, nous sommes déjà dans un état réflexif qui va déjà être l'élaboration de quelque chose d'autre que ce vers quoi nous nous penchons. Donc, c'est Auster, vous disiez, c'est ça? Paul Auster. O-S-T-E-R. C'est pas Paul, c'est Daniel Auster. Daniel Auster. Et il y a 2 autres citations que je vous livre. Oui. L'une de Kafka. Ouais. Dans le duel entre le monde et toi, assiste le monde. Assiste le monde. Ouais, aide le monde. Ouais. C'est le monde qu'il faut aider puisque c'est le moi qui a tendance à tout envahir. Ouais. Alors et il faut donc que le monde se rappelle à nous par l'effet de notre volonté. Ouais. Alors, elle est évidemment très belle aussi. Ma réaction comme ça, c'est de tout de même avoir cette précaution. Je pense, c'est ce que j'appelle mon côté profondément cartésien. On peut discuter de ça, mais je pense que croire pouvoir sortir de soi, je pense que ce n'est pas possible. Autrement dire, croire pouvoir penser le monde en sortant de moi pour avoir accès au monde, je crois que ce n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va croire penser le monde directement, sans savoir qu'on le pense à travers nous-mêmes, ça nous met sur ces affres de projection de soi à notre insu sur ce qu'on va se représenter du monde. Autrement dit, cette citation de Kafka, je dirais beware, faire attention à ne pas se prendre pour le monde, autrement dit. Quoi. Alors qu'est-ce que vous pensez, c'est une question qui me vient en vous écoutant, qu'est-ce que vous pensez de la méditation dite en pleine conscience, qui promet justement une espèce d'adéquation entre soi et le monde, ou de rencontre?
Oui. Alors, je suis pas un méditant, donc j'ai pas une pratique personnelle, une connaissance, mais à travers ce que j'ai pu lire ou écouter, il y a un passage que je décris d'ailleurs dans le livre. Je pense que là aussi, j'ai pas du tout un avis en porte-pièce, mais que parfois, lorsqu'on étudie les discours de certaines représentations occidentales, en tout cas de la méditation, il y a parfois cette idée justement d'une sorte de fusion avec le monde, de fusion, de prise, d'abandon en fait de cette sorte de citadelle subjective de la pensée pour arriver à travers notre respiration, notre rapport corporel, etc., à plonger dans le monde. Et donc, je ne dis pas du tout que je n'ai pas de critique à formuler sur la pratique de la méditation, mais simplement de dire, d'alerter, attention, ce type de représentation, parfois, peut faire pencher la balance vers une sorte de conception du rapport au monde comme celui d'une sorte de continuité, d'être en continuité parfaite avec le monde, et pour lequel j'éveille à nouveau, comme pour le citation de Kafka, ce sorte de précaution. Voilà. Alors, il y a une citation que vous connaissez puisqu'elle est dans votre livre. Oui. Citation de Céline. Oui. C'est un garçon sans importance collective. C'est tout juste un individu. Voilà. On sort du mépris, là. Oui, mais évidemment, elle est récupérée dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, tel que je la comprends, évidemment, cette situation très classique, j'ai pas lu l'Église c'est dans l'Église de Céline, mais je l'avais découverte collégien en lisant ça dans La nausée. C'est ce qu'il avait lui-même, Sartre, a posé comme phrase en exergue de La nausée. Et évidemment, moi, je l'ai toujours entendu cette phrase, justement, comme une défense profondément humaniste de l'individu, en fait, du statut, que l'individu, c'est la structure qui est fondamentale, et que, à la période à laquelle Céline probablement a formulé ça, on parle pas du Céline des pamphlets, mais on parle du début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, etc. C'est une période marquée, évidemment, par l'écrasement de l'individu par des structures supra-individuelles, par des armées, par des discours cléricaux, par des puissances autoritaires, par l'usine, par le travail. Donc évidemment, cette phrase, pour moi, elle a toujours résonné comme justement se moquer de tous ceux qui placent l'individu comme quelque chose de superflu. Au contraire, c'est la primauté de l'individu, parce qu'évidemment, l'éthique que je propose est une éthique dans laquelle la structure profonde, c'est l'individu conscient. C'est l'individu, et ça veut dire que il y a une partie, la fin, où j'essaie de faire des exercices d'application, et je passe en revue le wokisme, différents aspects, et de dire, d'une manière non idéologique, de dire, voilà, pour moi, avec cette grille de lecture, dès lors que l'individu singulier est l'élément fondamental atomique de la prise en compte éthique, ça colle. Mais dès lors qu'on écrase l'individu individuel, si je peux me permettre de le dire comme ça, pour enfoncer un peu le clou, et qu'on va, au nom du bien-être, quel que soit le motif avancé, en fait, défendre des structures supra-individuelles ou infra-individuelles, je pense que là, on est face à des problèmes éthiques. Voilà. Donc je pense qu'on peut développer des luttes progressistes contemporaines, mais qui s'assoient sur le fait que la structure fondamentale, c'est pas une classe, c'est pas un groupe ethnique, c'est pas un genre, c'est un individu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui viendrait du fait que pour pratiquer cette éthique d'un atomisme sans vide, le sentiment de continuité, qui relève d'une expérience de pensée, comme vous le dites, ne serait pas plus facile avec des gens qui nous ressemblent plutôt qu'avec des gens qui nous ressemblent moins. Mais oui, mais justement. Et donc ça fabriquerait une forme de communautarisme par le fait que les vides qu'il y a à combler sont plus faciles à combler dans certains cas que dans d'autres. Mais vous avez raison, mais c'est pour ça que je pense que la continuité que nous devons poursuivre, c'est cette continuité qui est volontaire. C'est une construction volontaire, c'est pas cette sentiment premier. C'est pas une sensation, c'est pas un sentiment premier. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans cette éthique-là, ce qui va être la primauté, c'est la conscience de l'individu dans ses valeurs, dans ses luttes, etc. Et ça veut dire qu'on ne doit pas supplanter une décision individuelle par un critère qui va être un critère ethnique, religieux ou de genre, par exemple, et qu'un individu qui s'engage dans une lutte avec des individus qui, de prime abord, ne sont pas de son groupe ethnique, de sa religion, de son genre, quel que soit le critère, ça ne doit pas être un frein à partir du moment où l'individu, c'est son moteur. Donc voilà, c'est placer ce curseur au niveau de cet atomisme individuel. Voilà. Donc au contraire, c'est, comme vous le disiez, ouvert et fermé, c'est prendre conscience que je suis moi, et que être moi, ça ne m'empêche pas de faire partie de ce monde, en pensant mes liens au monde comme non pas une continuité dans laquelle je serais baigné, mais une continuité que j'invente à la hauteur de mes valeurs, de mes choix, de mes investissements personnels. Alors, en vous écoutant, me viennent d'autres citations. Je ne vais pas vous assommer avec, mais c'est les deux dernières que je voudrais mettre en tension et avoir votre réaction. La première, on la trouve dans votre livre, citation de Montaigne, dans les Essais. Nous sommes tous de Lopin,
et d'une contexture si informe et diverse que chaque pièce, chaque moment fait son jeu. Là aussi, il y a une idée de discontinuité de notre conscience, de notre moi en tout cas. Ouais, et notre conscience va mettre une continuité dans ce qui n'en a pas à l'origine. Ouais, exactement. Mais du coup, il n'y a pas de continuité du moi. Donc quand on prend une décision, c'est quel est le moi qui la prend et en quoi les mois suivants sont engagés par la décision qu'on a prise dans le passé. Ce qui rappelle cette phrase de Kierkegaard, l'instant de la décision est une folie. Alors vous appelez à une forme de responsabilité, c'est-à-dire que même si le moi est variable, même s'il est multiple, ces engagements pris à un moment particulier dans des conditions particulières doivent être respectés. En tout cas, doivent être pensés avec lucidité comme étant et idéalement respectés. Cette éthique n'a rien de moralisante. C'est une éthique au sens où effectivement, si vraiment on adhère à cette idée, ça veut dire non seulement qu'on ait une succession d'états discrets, mais qu'au présent que nous vivons, à chaque instant, à chaque moment conscient, il n'y a qu'une seule instance qui est là pour décider et pour agir. C'est celle de ce moment-là. Et donc, je pense qu'il faut être conscient effectivement de ça. Et d'où là, il y a une place vraiment pour ce que j'appelle le panache. Je sais pas si c'est le terme idéal, mais ça veut dire que d'avoir conscience de cette fragilité de notre structure discrète. Plutôt du courage. Ah oui, c'est du courage. Pour moi, ça va un peu de pair, disons. C'est du courage d'arriver à s'engager dans cet élément-là. Et la citation de Montaigne que vous citiez, je l'avais découvert d'ailleurs dans un livre de Claude Simon. Elle renvoyait, je le mettais en exergue de la partie consacrée aux neurosciences, c'est que la neuropsychologie, mon domaine, c'est de découvrir effectivement ce fractionnement, ce puzzle du moi. C'est-à-dire que derrière la mémoire, il n'y a pas une mémoire, mais il y a une dizaine de systèmes de mémoire. Derrière la structure consciente, il y a un morcellement que malheureusement les maladies neurologiques nous permettent de découvrir, de dissocier le langage, dissocier la mémoire, dissocier la conscience, etc. Donc cet aspect très mosaïque de l'individu et qui était visé par cette citation de Montaigne. Mais donc pour revenir à ce que vous disiez, oui, je crois qu'il y a cet aspect en tout cas une éthique du courage qui renvoie à un certain courage de l'individu. Ouais. Vous avez une page, c'est pas beaucoup une page pour parler de la relation amoureuse, c'est la proposition 39 dans votre livre qui est structuré comme l'éthique de Spinoza, on l'a dit. La relation amoureuse, c'est un peu spécial en termes de continuité. Oui. Alors comment est-ce qu'on pourrait la définir et en quoi elle entremêle la conscience de soi et la conscience de l'autre? Je trouvais que du coup, dans cette conception, la relation amoureuse, elle illustre de manière paradigmatique cette idée de dire que l'union amoureuse, ce n'est pas une fusion continue entre deux individus, c'est deux individus qui restent différents en fait, qui sont en contiguïté, mais que donc ça illustre de manière, parce qu'il y a une recherche d'une proximité et même d'un engagement dans ce qu'on peut appeler cette expression de l'union amoureuse, ça veut dire faire comme si nous ne faisions qu'un en réalité, alors que nous savons bien que nous ne faisons pas qu'un. Donc je trouve qu'elle illustrait de manière remarquable cette idée qu'on peut défendre l'idée d'une proximité avec la contiguïté, sans la fusion en fait, sans fusion. Oui, mais à la différence de ce que vous disiez tout à l'heure, Lionel Nakache, il n'y a pas de volonté dans l'affaire. Ah, ça je sais pas. Sur la durée peut-être. Ouais, je sais pas. Il y a en tout cas, pour moi, c'est un état conscient. Un état conscient, c'est un état que vous êtes capable de vous rapporter à vous-même et que vous êtes capable de vivre en pouvant. Oui, on revient, à la limite, ça nous renverrait à la définition de la conscience. C'est-à-dire que vous pouvez vous rapporter subjectivement à vous-même, que vous êtes engagé dans ce lien, dans cette relation. Et vous dites aussi dans cette page que l'autre vous informe sur vous, vous surveille. La deuxième facette, elle vous renvoie plus vers la physique ou vers l'astrophysique. C'est notamment de se dire qu'effectivement, dès lors qu'on joue ce ballet amoureux, eh bien, la personne avec qui on vit cette relation amoureuse, elle va vous renvoyer également des choses sur vous. Et que ces choses sur vous, elles ont nécessairement un décalage temporel, et que, un peu comme le rayonnement des étoiles dans un ciel, qui vont nous informer sur ce que c'était cette étoile il y a quelques millions d'années, en fonction de leur distance. Et donc l'idée, c'est que la relation amoureuse, à travers ce lien exclusif, ou ce lien très particulier et très proche, va nous permettre également d'alimenter la continuité de soi-même, parce qu'on va être, par l'être aimé, informé de certaines représentation qu'on pouvait avoir de nous-mêmes, perçue par l'autre et renvoyée à nous, et réciproquement. Et ensuite, dans cette proposition, je montre que si ce schéma, on y adhère, évidemment, c'est particulièrement le cas pour la relation amoureuse, mais on peut ensuite l'élargir sous des formes peut-être moins intenses, mais à des relations interpersonnelles en général, à des relations amicales, des relations intersubjectives, qui vont permettre d'illustrer le fait qu'on peut décider de faire partie d'un ensemble humain, sans être dans une fusion, quoi. Voilà, c'est cette idée très simple. Et vous dites quelque part, c'est presque une incise à la fin d'un chapitre, qu'il faut enseigner les mathématiques afin que chacun comprenne mieux la façon dont il fait partie du monde. Oui. Alors ça m'a surpris, ça. Il faudrait que les cours sur
ce qu'on a discuté tout à l'heure, le rapport entre le discret ou l'opposition entre le discret et le continu, l'ensemble des noms réels, soit obligatoire à tous les âges de la vie. Moi, je n'oblige personne. Hein. C'est juste un souhait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, elle est un peu sortie du contexte, parce que la partie où je plonge vers les mathématiques, c'est que, pour le dire vraiment en une phrase, je pense de manière immémoriale, pour certaines des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. On est une machine à transformer du discret en du continu, sur la structure du monde, la structure du temps, de l'espace, de nous-mêmes. Autrement dit, ce à quoi on a accès, mais sans doute même avant l'ère historique, dans la préhistoire, eh bien, on a cette intuition de continuité. Et que sur cette intuition naturelle immémoriale, je pense qu'il y a un exercice culturel qui a consisté à construire une sorte de discours rationnel parfait qui permettent de faire place à cette idée de continuité. Et ça, pour moi, c'est les mathématiques du continu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une partie, c'est en 4 livres cet ouvrage, le livre sur les mathématiques, entre guillemets, il vise à explorer comment est-ce qu'on peut envisager les mathématiques du continu comme la rationalisation parfaitement cristalline de cette intuition immémoriale naturelle d'être en continuité. Et donc, enseigner les mathématiques pour dire, attention, les mathématiques du continu, c'est un objet, mais c'est pas nécessairement une réalité. Et donc, pour ne pas y être enfermé, c'est pas mal d'en savoir un peu sur les maths. Mais quand, on l'a dit tout à l'heure, en vous présentant, vous avez fait partie du Conseil consultatif national d'éthique. Quand vous teniez ce discours dans ce comité, comment est-ce qu'il était reçu? Alors, comment est-ce que l'éthique est pensée d'une façon générale, à propos notamment des biotechnologies? Est-ce que cette dimension est acquise? Sans doute que cette action pendant 8 ans, cette participation a aussi alimenté ma pensée, parce que c'était tous les sujets. Et en fait, c'est vrai que ça a participé à la naissance de ces idées, c'est que effectivement, je pense que dès lors que vous voulez penser à un problème éthique, cette idée de comprendre que ce que vous pensez à un moment donné, c'est ce que vous en pensez vous, que vous pouvez avoir des idées, des valeurs, des premiers avis, etc. Mais que toutes les personnes que vous allez écouter sur une question XY vont être également animées par des idées qui sont les leurs. Donc, commencez par prendre conscience de la discrétion au sens qu'on a développé d'un argument ou d'une idée ou d'une valeur. C'est un point très important pour arriver ensuite à établir ce lien sur des questions qui peuvent être difficiles. Donc, autrement dit, là, ce serait peut-être un peu long pour en parler, mais je pense que comprendre que quand vous allez entendre des personnes qui vont défendre des avis complètement différents sur un même sujet, en étant toutes intimement persuadées qu'elles disent vrai, eh bien, le premier état, c'est de prendre conscience du fait que toutes ces personnes sont sincères, mais qu'elles sont en contiguïté. Voilà, elles sont pas, aucune d'entre elles ne parle pour le réel, ne parle pour la réalité. Donc, et ça, c'est aussi dans cette éthique-là. Lionel Nakache, vous ne parlez pas que d'éthique dans le livre, vous parlez aussi de politique. Bah oui. Moi, j'avais fait un travail sur le vide et j'étais tombé comme vous sur la thèse de Karl Marx. Oui. Karl Marx a soutenu sa thèse à Iéna le 15 avril 1841. Elle s'intitule « Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure », qui sont deux atomistes, enfin deux philosophes atomistes, absolument, mais qui ont des postures philosophiques complètement différentes. Et vous faites une analyse du marxisme étonnante et brillante en partant de ce travail de thèse. Bah oui, écoutez, ça qui a aussi un rapport avec cette histoire de. Mais oui, je trouvais ça fou. Discontinuité. Pour tout vous dire, j'écrivais ce livre depuis 2-3 ans, et puis l'un de nos fils, qui est philosophe, Nathan, m'a dit, mais est-ce que tu as lu ce livre? C'est la thèse du jeune Marx. Donc je le lis, je le lis, qui est un texte assez court en fait. Et, oui, à l'époque, les thèses étaient courtes. Oui, et c'était fascinant, parce qu'en fait, effectivement, ce travail visait en fait à replonger dans comment penser en fait l'atome, et il va assez loin en fait. Et entre Démocrite et Épicure, il se rapproche plus d'Épicure. Il identifie le phénomène du clinamen qui va en fait, on peut voir pour aller vite, une sorte de fondement de la liberté individuelle, si on veut le dire. Et je trouvais ça fabuleux qu'en fait, celui qui va inventer la philosophie politique, qui va structurer le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, soit par ses partisans, soit par ses adversaires, en tout cas, mais qui va totalement façonner le champ du politique, c'est quelqu'un qui a enraciné sa réflexion dans cette question sur le caractère discret et atomique de l'individu, notamment par rapport au collectif. Et ça, je trouvais ça fascinant et émouvant, en fait, de se dire qu'il ne s'agit pas d'une sorte de texte qui est une sorte d'exercice de jeunesse, mais je pense, j'essaie de défendre cette idée, que c'est au cœur de la pensée marxiste et donc au cœur des considérations politiques contemporaines sur notre lien au monde. Est-ce qu'on doit s'envisager comme des atomes ou comme un grand tout? Et dans les atomes, comment passer notre liberté dans les rapports avec les structures interindividuelles, supra-individuelles? Donc je trouvais ça fascinant. Peut-être une nuance qu'on peut apporter, c'est que l'originalité de Démocrite, c'est qu'évidemment, il pense que l'être est fait d'atomes, mais le non-être qui sépare les atomes existe autant que l'être. Oui. Et donc,
si Aristote va refuser l'atomisme, c'est pas à cause de l'atome, c'est à cause du vide. À cause du vide. Parce que le vide devient quelque chose. Et il me semble qu'à partir du moment où on pense le vide comme quelque chose, l'idée d'un atomisme sans vide, ou d'une éthique d'un atomisme sans vide, devient plus facile à penser, puisqu'on a une sorte de support qui relie les différentes identités les unes aux autres. Ouais, vous avez raison. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et peut-être avec cette idée, l'idée d'Épicure du clinamen, moi, je trouvais ça aussi assez. Parce que ce qui est marrant dans ce texte aussi, c'est que il prend la défense en gros d'Épicure, qui était plutôt décriée par tous les philosophes, la plupart des philosophes, en disant Épicure, il a pompé des trucs à Démocrite, mais il n'était pas aussi brillant que lui. Et ce qu'il a rajouté n'est pas logique, n'est pas intéressant. Et je trouve qu'il y a un courage chez Marx. Et comme vous l'avez dit, avec peut-être cette idée d'un mélange d'être et de non-être, mais en tout cas, je veux dire par là, et c'est ça qui est aussi l'exercice, ce qui m'avait intéressé en écrivant ce livre, c'est de montrer que, évidemment, des questions extrêmement spéculatives de maths, de philosophie, de neurosciences, peuvent également être, en tout cas, féconder la réflexion sur des questions immédiates. On parlait tout à l'heure de l'engagement et de la pensée. Et donc, l'engagement et la pensée, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement clivées, elles peuvent l'être. On a l'impression que ce livre, c'est une sorte d'aboutissement d'un travail antérieur qui avait plusieurs facettes, qui se trouve là unifiées. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir clos l'affaire? Et si la réponse est non, comment est-ce que vous imaginez la suite? En tout cas, je pense que j'ai clos une certaine affaire. Parce qu'effectivement, je vois ce livre comme un aboutissement qui n'était pas programmé, mais qui vient faire résonner toute la mosaïque, en fait, depuis le nouvel inconscient, de beaucoup de choses qui sont un peu cristallisées, mais qui du coup, ouvre, et c'est pas juste un argument d'écriture à tout prix, mais qui ouvre vers d'autres questionnements. Mais effectivement, je pense que c'est en tout cas pour moi, une forme d'aboutissement, comme vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Apologie de la discrétion, avec comme sous-titre Comment faire partie du monde. Je vous remercie d'avoir déjà fait partie de cette émission. C'est moi. C'était la